Binge audio. Vous écoutez Les couilles sur la table et Internet, c'est toujours la vraie vie, où on croise, comme à l'école, au travail, dans nos familles ou dans la rue, des trolls, des mascus et autres fâcheux qui aiment à organiser des raids, répandre leur haine par toutes sortes de procédés et faire régner un climat hostile aux femmes, aux féministes et aux minorités. Bien aidés en cela par toute l'architecture et le fonctionnement même de plein d'outils que nous utilisons sur Internet. Dans la suite de cette conversation, on se demande si les algorithmes que nous utilisons au quotidien sont misogynes. On examine la façon dont les réseaux sociaux numériques, avec leur capacité de mettre en lien instantanément d'énormes masses de personnes, peu importe leur localisation, rend possible de nouvelles formes de violence, comme le cyberharcèlement. Et on se demande comment, quand on est responsable de l'éducation de jeunes personnes, comment est-ce qu'on peut les sensibiliser et les éduquer au mieux pour éviter qu'ils ne subissent ou qu'ils ne commettent à leur tour des violences sur Internet. Nous continuons à en discuter avec deux expertes, Lucie Ronfaux, autrice notamment de la newsletter Règle 30, et Mathilde Saliou, qui vient de publier l'essai Technoféminisme. Avec sa collègue Ingrid Bergio, elle a aussi mené une enquête sur ce qu'on appelle du revenge porn, c'est-à-dire le fait de divulguer les photos ou les vidéos intimes de quelqu'un sans son consentement. Et là, elle commence par nous raconter qui sont les hommes qui commettent ces violences, pourquoi est-ce qu'ils le font, dans quel cadre et à qui ils s'attaquent. Il se trouve que les victimes, alors a priori il y en a de tous les âges, mais on constate notamment depuis les phases de confinement pendant les pandémies que ça a explosé dans le cadre de l'adolescence, au lycée, juste avant l'âge adulte, etc. Donc d'ailleurs, ce que les gens se rendent pas forcément compte, notamment les garçons qui participent à diffuser ces images, c'est qu'en fait on tombe dans le domaine de la pédopornographie, pédocriminalité. Et pour les victimes... Parce que les victimes sont mineures. Exactement. Ouais. Pour les victimes, c'est super grave. On est dans des cadres de harcèlement scolaire, mais comme il y a cette dimension sexuelle et qu'on est vraiment à l'âge du début, de la découverte de son corps et compagnie, il y a aussi tout le tabou qui entoure ces sujets-là. Et puis, c'est horrible de retrouver une image de soi, notamment en position, en contexte sexuel, sans l'avoir prévu, voulu, quoi que ce soit, rendu public. Et donc, il y a parmi les résultats de ces actes des cas de dépression, des cas de déscolarisation, mais aussi des cas de suicide de jeunes filles. Et par contre, ce dont on s'est rendu compte en étudiant les motivations de ceux qui diffusaient ces images, ceux qui se les échangeaient, parce qu'il y a des énormes boucles de conversation. Mais c'est ça, quand tu dis que c'est une sous-culture, qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, il y a plusieurs personnes qu'on a interviewées pour cette enquête qu'on a faite dans plusieurs pays d'Europe, qui nous ont dit, sans même se concerter, en fait, ce qu'ils font, pour eux, c'est comme s'ils s'échangeaient des cartes Pokémon ou des cartes Panini de joueurs de football. Ah ouais. Sauf qu'en fait, ce qu'ils sont en train de s'échanger, c'est des images du corps de filles réelles, de jeunes filles, de personnes humaines, mais dans des positions dégradantes, puisqu'elles n'ont pas voulu... si jamais c'est elles qui ont pris ces photos, même si elles ont consenti à la prise de la photo, elles n'ont pas du tout consenti à ce qu'elles soient diffusées dans des boucles Telegram où il y a parfois 212 000 personnes. Et parfois, elles ne sont pas au courant que ces images ont été prises parce qu'on est tombé sur des témoignages de gars, un gars qui couche avec une jeune fille, les deux doivent avoir 17 ans, et il y a un copain qui est caché dans le placard et qui est en train de filmer l'acte. Ça, c'est un vrai témoignage sur lequel on est tombé. Et ensuite, ces images, elles sont diffusées donc dans ces boucles de conversation sur Discord, sur Telegram. Attends, Telegram, c'est un réseau Telegram, social. C'est plus une application de messagerie comme un WhatsApp ou un Messenger, sauf que c'est une application russe et qu'elle est connue pour être notoirement peu coopérative quand on veut pousser les plateformes à aider à la modération. Parce que les autres, notamment les américaines et la grande chinoise TikTok, maintenant il y a des réseaux de discussion qui ont été ouverts, notamment avec Interpol. Il est possible de faire quelque chose, en particulier quand ça touche des personnes mineures. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est même loin d'être parfait, mais les réseaux de discussion sont ouverts. Telegram, no. Mais et comment ils rejoignent ces chaînes-là, des chaînes avec 200 000 types dessus ? Bah ça c'est le chiffre maximum. Faudrait d'ailleurs vérifier mon chiffre, mais c'est le nombre maximum que tu peux mettre dans une boucle de discussion Telegram. Il me semble que c'est 212 000. Donc du coup, si tu fais un gros groupe et qu'il a du succès, malheureusement tu peux le faire monter à autant de personnes que ça. Et comment on les rejoint ? Bah on les rejoint parce que en cherchant sur des forums en ligne, on peut retrouver ensuite des invitations pour rentrer dans ces groupes. Lucie ? Je voulais ajouter, moi du coup j'ai publié un bouquin qui s'appelle Internet aussi c'est la vraie vie, qui est un livre pour les ados publié
publié l'année dernière aux éditions La Ville Brûle. Et il y a un chapitre sur alors, on n'a pas utilisé le mot de revenge porn, mais on parlait des nudes. Le titre, c'est envoyer des nudes, est-ce une mauvaise idée? Nudes, donc photo de toi toute nue. Voilà, nue ou en tout cas en position. Et désormais, ça fait partie de la sexualité des adolescents, alors sans critique particulière. Oui, alors justement, ça a été un vrai sujet avec mon éditrice, c'est que on s'est demandé, comment est-ce il fallait parler de ce sujet, parce qu'on peut pas parler de la vie numérique des jeunes sans parler de nudes ou de ce genre de sujet. Et moi, j'avais décidé de prendre un point de vue. Moi, je voulais pas, je refusais de dire aux jeunes filles, n'envoyez pas de nudes. Parce que déjà, je crois vraiment que dire à un ado, fais pas ci, il va le faire. Voilà, parce que si on lui explique pas en fait les tenants et les aboutissants, c'est un peu les prendre pour des crétins. Et aussi parce que le problème, c'est qu'en conseillant aux ados de ne le faites pas, en fait, on tombe très très vite dans ce phénomène du victim blaming, de s'ils le font et que ça leur arrive. Moi, si une jeune fille envoie une photo d'elle nue à son copain, dans le cadre, là, je parle de cas du revenge porn dans lequel c'est consenti au début et c'est la diffusion qui ne l'est pas. En fait, si cette personne trahit sa confiance et diffuse cette photo, c'est une agression sexuelle et c'est de la faute du mec en fait, c'est pas de la faute de la jeune fille qui a fait cet acte-là quoi. Et du coup c'est compliqué parce que en fait on parle de sexualité, c'est compliqué de parler de sexualité, encore plus sur internet. Chercher à exciter l'autre par une représentation de soi nue, ça n'a pas entendu internet, hein. Je veux dire, on s'est toujours envoyé des photos de soi nue, des peintures de soi nue, des poèmes, enfin voilà, c'est le phénomène d'excitation. Le problème c'est que maintenant ces contenus sont ultra diffusables, etc. Et c'est pour ça que pour moi, alors il y a des solutions techniques qui peuvent aider à ralentir la propagation de ces images, mais fondamentalement, je pense vraiment, et je sais pas si Mathilde partage mon opinion, mais fondamentalement, c'est pas un problème de tech au final. Enfin, c'est un problème de pourquoi est-ce que ces jeunes hommes font ça. Toujours. Pourquoi est-ce que ces jeunes hommes font ça, Mathilde? Alors, déjà, ça soulève plein de questions qu'on a un peu abordées avant, d'éducation au numérique, éducation à la responsabilité commune qu'on a dans le fait de participer à ces boucles, par exemple, et de faire tourner les messages si jamais on tombe dessus. Mais il me semble aussi qu'il y a une grosse question d'éducation au consentement dans le monde numérique, enfin au consentement au sens large, c'est le consentement dans la vie réelle, mais dans le monde numérique aussi, parce que ce qu'on a vu avec Ingrid Bergot en travaillant sur ce sujet spécifique, c'est que les victimes avaient notamment, se considèrent fautives quand, par exemple, l'exemple que tu viens de citer, Lucie Ronfaux, elles ont participé, elles ont pris elles-mêmes potentiellement la photo et l'ont envoyée au début à leur compagnon. Sauf que le consentement, c'est pas ça. Enfin, le consentement, c'est un truc soit précis dans ce cas-là, mais aussi qui peut évoluer, qu'on peut retirer, etc. Et typiquement, quand on fait quelque chose et qu'on consent et qu'on l'envoie à une personne précise, on n'a jamais dit OK pour que ce soit envoyé à 12 000 personnes. Enfin, ça, on n'a jamais... C'est mort. Donc, c'est déjà... Même enseigner aux potentielles victimes, ou si jamais on à croise, leur dire c'est pas ta faute. Les gens sont perdus. Mais oui. Et en face, bien faire comprendre à tous les usagers qui potentiellement pourraient tomber sur ce type de contenu, la personne n'a pas consenti, ne participez pas à faire tourner, voire signaler ce contenu et aider à le faire retirer. Parce que, en fait, en ce sens, vous aiderez la victime et comme ça, vous ne participerez pas à cette entreprise de... Ce qui vraiment me terrifie, c'est que les personnes qui s'échangent ça, pour eux, encore une fois, c'est une question de gagner la crédibilité, se donner des tapes dans le dos et de sociabilisation. Et ils n'ont vraiment aucune conscience de l'humanité des personnes qui sont prises en photo et qui, elles, peuvent tomber dans des dépressions graves. Enfin, les effets réels sont catastrophiques, quoi. Et c'est un problème qui est par ailleurs amené à malheureusement ne pas disparaître, mais à s'aggraver parce qu'on a maintenant aussi le phénomène de ce qu'on appelle les deepfakes pornographiques. Alors les deepfakes, très rapidement, c'est en gros des procédés d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour créer des vidéos ou des images qui n'existent pas vraiment. Typiquement, si vous faites un deepfake de moi en train de... Je réfléchis à un truc que je sais pas faire. Faire un saut-perlieu, ça je sais pas faire. Vous pouvez faire un deepfake de moi qui fait un saut-perlieu avec ces procédés. Bon, vous imaginez. Tu prends une image tournée d'une athlète qui fait des sauts-perlieux et tu mets ta tête dessus, quoi. C'est des comparaisons. C'est de l'IA, mais voilà. En gros, le principe de base, c'est vraiment ça. Et vous imaginez bien que, au final, les deepfakes, c'est pas vraiment utilisé pour faire des sauts-perlieux. C'est en fait très majoritairement actuellement utilisé pour faire des deepfakes pornographiques de femmes. Alors déjà de célébrités. On est en mars, il y a eu la semaine dernière, on a découvert sur Facebook et TikTok des pubs d'applications permettant de faire des deepfakes pornographiques de célébrités avec des exemples assez réalistes honnêtement de Emma Watson et de Scarlett Johansson. Donc personnes qui n'ont a priori jamais tourné de porno et qui se retrouvent dans du porno alors qu'elles n'en ont pas fait. Et en fait, les deepfakes, c'est aussi utilisé dans des cadres de harcèlement sexuel et sexiste pour toujours cette volonté d'humilier, de faire disparaître une femme en créant des images porno
qu'elle n'a pas tourné. Dans tous les cas, c'est jamais la faute de la femme, hein, j'insiste là-dessus, mais on est dans ce cadre d'outils technologiques qui sert à tordre la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet des deepfakes, on a eu vachement de mal à parler de porno au début. On ne parlait que de manipulation politique. Pourtant, clairement, c'est 98% de la production, c'était du porno. Et je crois que l'intégralité de ces 98%, c'était contre des femmes. Exactement. Et je me rappelle parce que le gouvernement s'en était même inquiété. Je crois que ça doit être, j'imagine, avant les présidentielles. J'avais écrit un article là-dessus sur Libé et il ne parlait que de politique. Et moi, j'avais interviewé un type qui faisait des deepfakes. Alors lui, qui faisait des deepfakes pour des médias. Donc, il bossait notamment pour l'émission de Canteloup, qui a eu à un moment une émission. Oui, à base de deepfakes. Oui, sur. Et lui, je sais plus quelle chaîne TF1. Sur TF1, oui. Qui faisait les deepfakes de célébrités, donc là c'était un cadre, enfin c'était des effets spéciaux quoi. Et lui il me disait mais en fait arrêtez de parler de politique et parlez des femmes quoi. Et parce que lui il constatait bien ce problème et qui est un vrai sujet. Donc on n'a même plus besoin d'être nu pour être dénudé sans notre consentement quoi. Si tu veux. Et Lucie a parlé des stars, mais donc des personnes qui a priori ont quand même une gigantesque surface financière, d'entraide, de trucs, enfin accès à plein de choses pour essayer de gérer le problème. Mais en fait, effectivement, c'est déjà utilisé contre des personnes, j'ai envie de dire semi-publiques. On parlait plutôt des professions publiques, type journalistes, activistes, politiques, stars, mais des streameuses, par exemple, il y en a plusieurs dont on retrouve des contenus faux, mais qui les représentent dans des situations sexuelles. Et en fait, pour les victimes, encore une fois, elles n'ont pas créé le contenu, mais l'agression est réelle. Enfin, l'impact sur la personne, sur sa confiance en soi, sur sa santé mentale est réel. Ça, c'est des trucs qui sont créés par des mecs pour attaquer des filles en particulier. Et pour le fun. Mais tu dis c'est pour le fun en fait aussi, comme ces échanges d'images de nudes par exemple. Oui, c'est ça qui est dingue et qu'il faudrait étudier beaucoup plus et tout, c'est ils pensent pas toujours, et je suis persuadée que notamment dans les grandes boucles de conversation où il y a ce type de contenu, il y en a qui l'ont fait pour énerver la personne qu'ils agressent, mais il y en a plein, c'est juste ils participent à la foule quoi. C'est comme quand tu regardes un match de foot, où tu échanges tes cartes Pokémon, c'est juste un truc de socialisation. Comme échanger les cartes Pokémon. Mais donc là je pense aux auditeuristes qui sont responsables de jeunes garçons ou de moins jeunes, enfin bon, si quand même de jeunes hommes plutôt, et d'adolescents, ça vaudrait le coup d'avoir une conversation avec eux sur ça, quoi. En fait, il faut parler, effectivement, de consentement dans un cadre numérique, parce qu'encore une fois, Internet, c'est la vraie vie, et en fait, parler de cul, c'est pas que parler de cul physique, hein, c'est aussi parler de sexto, c'est aussi parler des nudes et tout. Des nudes et de ce genre de sujets, et il faut aussi, alors, moi, ce qui m'embête avec ces sujets, c'est que c'est des vrais sujets, le problème, c'est qu'on cherche souvent à les régler en disant... Ok, en fait, la solution, c'est qu'on va interdire le porno d'Internet. Comme ça, on n'aura plus de sujet. Donc, on va... on a de plus en plus des réseaux sociaux qui ont une approche encore plus anti-porno et nudité qu'avant, en se disant, puisqu'on n'arrive pas à distinguer ce qui est consenti ou pas, on va tout retirer. Ce qui part souvent d'une bonne intention. Hein. Je veux dire, le revenge porn, c'est un vrai sujet. C'est ultra compliqué, comme l'a dit Mathilde, à lutter contre. Le revers de ce sujet, c'est que en cherchant à interdire le porno, en cherchant à interdire, par exemple, des mots-clés qui vont parler de sexualité, en fait, on retire tout le sujet de la sexualité d'Internet. Des réseaux, enfin en tout cas, oui. Alors des réseaux avec lesquels on a moins de contact, sur lesquels on a moins de contrôle. Typiquement, Telegram, pour l'instant, ne coopère pas du tout avec les forces de l'ordre. Et puis en plus, ça nous empêche d'avoir, par exemple, de répandre des contenus d'éducation sexuelle. Complètement. Et alors là, on arrive au sujet, et je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais on arrive au gros sujet qui, pour moi, est au nœud de tous les problèmes d'Internet aujourd'hui, qui est celui de la modération. Ce qu'on appelle la modération des contenus, c'est le choix qui est fait par les plateformes numériques d'autoriser ou pas un contenu sur Internet. Elles vont le faire, les plateformes, en fonction de pas mal de choses. Déjà les lois des pays dans lesquels elles agissent. Hein, donc voilà, ce qui est pas légal dans la vie physique ne l'est pas dans la vie numérique, globalement. Et ensuite, elles vont avoir des règles personnelles en fonction de la plateforme. Typiquement, la fameuse règle de les hommes ont le droit de montrer leurs tétons, mais pas les femmes. Bon, ça, c'est une règle qui a priori, c'est pas forcément lié à la loi, c'est lié au choix qu'a fait... Et quand on dit « a le droit », c'est pas une loi. Hein. C'est juste que si vous êtes un homme, que vous postez une photo de vous torse nu sur les réseaux... Facebook l'autorise. Instagram l'autorise. Facebook et Instagram appartiennent à Meta, donc c'est les mêmes règles. Mais par contre, si vous êtes une femme identifiée comme une femme, parce qu'il y a aussi des débats là-dessus, et que vous publiez seins nus, votre contenu sera retiré. Bon. Voire votre compte supprimé ou rendu moins visible. Voilà. La problématique de liberté d'expression. Oui, ça. En fait, je veux insister sur un truc, parce que moi, la modération, c'est un sujet qui me passionne et qui est super importante. On ne peut pas modérer les plateformes aujourd'hui. On est sur un web dominé par des plateformes tellement immenses que c'est
impossible de les modérer. Même avec les meilleures volontés du monde, avec toute la thune du monde, ce n'est pas possible de les modérer. Une stat pour vous donner un peu l'idée de l'ampleur du problème. YouTube, c'est 500 heures de contenu publié par minute. 500 heures. Donc oui, les plateformes n'investissent pas assez dans la modération. Clairement, la modération des plateformes est catastrophique. Le peu de modération qu'on a est principalement fait par des personnes qui font ce travail dans des conditions effroyables et généralement dans des pays en voie de développement. Voilà, on a régulièrement des enquêtes qui viennent du Kenya, des Philippines, du Pakistan, enfin de des pays dans lesquels les gens, en fait, littéralement, on exporte de notre merde numérique vers les pays en voie de développement, comme on exporte nos déchets physiques vers ces pays nos aussi. Vêtements, Voilà. nos fripes, nos vieux bateaux dégueulasses. Même tout ça. chose, même chose. C'est-à-dire qu'il y a des pièces entières remplies de centaines de personnes qui visionnent des contenus horribles qui sont signalés toute la journée. Dont la santé mentale se dégrade d'ailleurs face à toutes ces saloperies qu'on est capable de poster. Donc il y a ce sujet déjà. Ensuite, l'autre problème, c'est que la modération, en fait, c'est pas un sujet qui est si simple. Modérer un contenu, ça demande une certaine compréhension du contexte, de la culture, etc. Autant, une menace de mort, c'est assez facile à identifier. Il y a plein de sujets, typiquement tout ce qui va être harcèlement, sexisme, etc., où parfois c'est un peu plus compliqué, il faut comprendre un petit peu plus le contexte. Typiquement, un exemple tout bête, une personne qui va utiliser le mot PD comme une insulte homophobe, ça sera pas la même chose qu'une personne, un militant LGBT qui va revendiquer l'utilisation du mot PD à des titres identitaires. Bon, voilà. Donc, cette modération, elle est mal faite. Les réseaux, du coup, savent bien qu'ils n'ont pas assez de modérateurs humains pour faire tout ce travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se reposent aussi sur des robots. Il y a une automatisation de la modération. Ces robots, ils sont notamment utilisés pour des contenus du type propagande terroriste, pornographie aussi, où en gros, c'est des robots qui vont retirer ces contenus avant même qu'ils arrivent à être publiés. Le problème, c'est que ces robots, comme tous les robots d'Internet, ils ont ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire qu'aucune technologie n'est neutre. Une technologie, en fait, c'est fait via des décisions humaines. C'est un ensemble de décisions humaines qui crée un logiciel, qui va créer un... Et donc, ils vont avoir des biais. Typiquement, on a parlé des tétons, le Guardian a sorti un article que j'ai trouvé incroyable il y a quelques semaines. En gros, c'était une grosse enquête sur le fonctionnement de plusieurs logiciels utilisés pour détecter les contenus potentiellement pornographiques sur Internet. Et il prenait l'exemple de 2 logiciels, l'un utilisé par Microsoft et l'autre par Google, si je me trompe pas. Et en gros, la thèse de l'article, c'était de démontrer que ces robots étaient biaisés envers le corps des femmes. Et donc, pour le prouver, le chercheur a vraiment donné de sa personne. Il s'est mis torse nu devant... donc, il a branché le logiciel sur un flux de vidéos en continu. Il s'est mis torse nu et en gros, il y a un pourcentage de ce qu'on appelle la raciness en anglais. Donc, c'est le caractère sexuel, en gros, d'une image. Donc, ce mec se met torse nu, s'affiche devant la caméra et son corps n'est pas considéré comme too racy. Voilà, il est, à 30%, un truc comme ça. Le mec sort un soutien-gorge de sa poche. À partir du moment où le soutien-gorge arrive devant la caméra, le logiciel s'affole, il commence à paniquer. Et à partir du moment où il enfile le soutif, là, d'un coup, son corps est considéré comme 90% sexuel. C'est le même, je crois. Ça finit par augmenter, ouais. Et ce qui est marrant, parce qu'au final, il a plus couvert son corps qu'avant. Pourquoi ? Parce que ces logiciels, on les a entraînés sur un tas de photos. En gros, les logiciels, ils apprennent ce qu'on leur apprenne du monde, ce qu'on décide de leur apprendre du monde. Donc, dans notre monde sexiste, oui, une femme en soutien-gorge, c'est considéré comme plus sexuel qu'un homme torse nu. Donc, ces fameux robots qui sont utilisés pour faire attention qu'il n'y ait pas trop de porno, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils modèrent très probablement plein de photos qui respectent tout à fait les règles officielles de Facebook, de LinkedIn, mais qui vont être virées. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vraiment nous faire comprendre que cette fameuse modération, c'est un gros merdier et qu'on se bat à la fois contre des entreprises qui investissent pas assez et aussi des logiciels qui agissent pas en notre faveur et qui en fait vont non seulement mal modérer la violence dont on fait l'objet, on étant les femmes et les personnes minorisées, mais qui en plus vont nous invisibiliser, qui vont nous faire disparaître, soit parce que les robots vont décider que ce qu'on fait, c'est pas correct, soit parce que dans le camp d'en face, les personnes, les antiféministes, les masculins, etc., ils savent très bien comment cette modération fonctionne et ils vont réutiliser ces outils, retourner ces outils contre les personnes qu'ils sont censés protéger. Typiquement, si vous interrogez une militante féministe, elle vous dira que son problème numéro 1, je pense, sur Internet, c'est ce qu'on appelle les raids. Les raids, ce sont des signalements en masse, en fait, d'un contenu qui
en fait, en théorie, est un contenu qui a tout à fait le droit d'exister sur Internet, mais parce qu'il est modéré en très grande quantité, parce qu'il est signalé en très grande quantité. Il va être signalé par des internautes. Et en fait, le but, c'est de provoquer des erreurs de modération. Typiquement, j'en parlais à un chercheur l'autre jour qui me disait que beaucoup de personnes trans se voient en fait supprimer leur compte ou suspendre leur compte. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand tu vas prendre une photo de toi après, par exemple, une opération de... une mammectomie, où on t'enlève la poitrine, les seins. Et souvent, en fait, ces photos vont faire l'objet de raids sous le prétexte que ça serait de l'automutilation. Parce qu'il y a une catégorie automutilation. Yes. Et donc, ce qui n'est pas du tout l'automutilation, hein, c'est des personnes qui se font opérer. N'importe quelle opération laisse une cicatrice. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils vont signaler en grande quantité. Donc, ce contenu va être repéré par la modération. Le modérateur d'Instagram, qui va être soit un robot, soit une personne qui doit regarder, 15 photos à la minute, il voit la cicatrice, fait OK. Pas autorisé. Et donc, c'est supprimé. Ok, donc ça, c'est un exemple de aussi comment les robots, la modération, tout ça est biaisé et concourt aussi à faire d'Internet cet endroit avec cette atmosphère et comment les très misogyne. Et comment les humains sont impliqués dans ce process. Parce qu'en fait, c'est pas la faute des algos, c'est la fin. Non, mais les algos, ils sont pas créés de nulle part. Hein. C'est tout à fait. Mathilde, tu l'analyses en long, en large dans ton livre, en rappelant un truc de base, une règle de base aussi d'Internet, c'est que c'est garbage in, garbage out. Ça, si tu donnes des poubelles à la machine, elle te ressort des poubelles, quoi. Et donc, c'est un peu la même idée. Ouais, de toute façon, c'est des problématiques éminemment culturelles. Un des problèmes de la modération, Lucie parlait de la taille de Meta qui touche virtuellement la moitié de l'humanité. Déjà, on ne se mettra jamais d'accord sur les règles d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Donc, de toute façon, on a un problème de base. Est-ce qu'on aurait dû laisser cette entreprise prendre une telle taille ? Je pose la question. Et accessoirement, je suis d'accord que la modération, c'est hyper important, mais pour moi, le problème, enfin, le truc qu'on oublie d'analyser, c'est en fait, c'est toutes les technos qui sont dans le fond, parce que pareil, elles sont toutes construites très majoritairement aux États-Unis et peut-être un petit peu en Chine. Et surtout, c'est des machines auxquelles on veut croire, enfin, dont on veut croire qu'elles sont plus exactes, plus sûres, plus pertinentes que nous, humains. Mais en fait, on oublie qu'elles ont été construites de A à Z par des humains avec des visions du monde très spécifiques. D'ailleurs, c'est des groupes sociaux bien particuliers. C'est très souvent des hommes blancs occidentaux qui viennent de très grandes écoles. Ils sont brillants, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ils n'ont absolument pas la même vie que toutes les personnes qui ne correspondent pas à la description que je viens de faire. Donc évidemment, ils ont des angles morts. Pour celles et ceux qui passent pas beaucoup de temps sur Internet, ou voilà, en gros, il y a sur les plateformes, il y a des contenus qui vont vous être proposés en fonction des abonnements auxquels vous avez souscrit, mais aussi de plein d'autres règles. Et ces contenus, le choix des contenus qui vous sont proposés, ça dépend des algorithmes, en fait, des plateformes. Ça, c'est un type d'algorithme. Parce qu'en fait, il y a plein d'algorithmes. Un ordinateur a plein d'algorithmes. En fait, un algorithme, les algorithmes n'ont pas attendu l'informatique pour exister. C'est un principe de maths qui existe depuis, qui a été, je crois, théorisé au 8e siècle. Enfin, bon, donc, c'est très ancien. Et en gros, la manière la plus simple de décrire un algorithme, c'est un ensemble d'étapes pour atteindre un but. Une recette, en fait. Une recette, un algorithme. Une recette avec des tests entre chaque étape pour vérifier si une condition est bien. Voilà. Donc, c'est vraiment le principe bête et méchant. Ce qui est nouveau, par contre, ce sont les programmes qui vont appliquer ces algorithmes, donc les programmes informatiques. Et là, pour le coup, on tombe dans ces différents algos. Mais il y a plein d'algos différents. Le fait de taper dans Google les couilles sur la table et de tomber sur les couilles sur la table au premier résultat, c'est un algorithme. C'est l'algorithme, c'est PageRank, c'est l'algorithme de sélection des meilleurs contenus de Google qui va mettre en avant le site de Binge Audio. L'algorithme de recommandation, c'est un autre algo. Et là, c'est plutôt effectivement ce genre de contenu dont on peut parler. Pour donner aussi un exemple très très concret, c'est le fait que si vous allumez votre portable, vous avez Instagram par exemple, et que vous allez dans les Reels d'Instagram, donc ces mini-vidéos là qui durent quelques secondes, les vidéos qui vont vous être proposées vont pas du tout être les mêmes que ceux de votre voisin ou de votre voisine. Moi par exemple, quand j'ouvre Instagram, j'y passe des heures, j'avoue, c'est un peu ma télé à moi, j'y passe genre 2 heures par jour et je n'ai que des vidéos de filles qui font du yoga et de recettes de cuisine végétarienne et de même féministes qui me font rigoler. Voilà, tu es en donc gros. Végétarienne, féministe et tu fais du yoga. Bah voilà. Et ça, voilà, c'est une blague de dire vraiment, ah là là, Instagram te connaît vraiment bien, il te propose que des trucs qui te font kiffer en plus. Et en plus que toi, tu entraînes Instagram à te proposer des contenus qui te plaisent. Mais par exemple, à quoi ressemble très probablement la page TikTok ou la page Insta d'un jeune adolescent
aujourd'hui ? Ça dépend de l'ado, en fait. Enfin, je veux dire, on peut revenir sur les sujets de, effectivement, un jeune ado qui va taper sur TikTok, je me sens triste, il va sans doute, au bout de quelques minutes, avoir des contenus de masculins qui vont lui dire « T'es triste, t'inquiète, tu vas faire du sport et ensuite mépriser les meufs et ça ira mieux ». Je caricature, mais en vrai, c'est un vrai phénomène qui est observé. Si, c'est qu'en fait, si l'algo sait que t'es un jeune mec de 13 ans... Moi, c'est pour ça que la modération, c'est un problème hyper important, mais c'est pas le seul. Et en fait, c'est juste c'est toute l'architecture de ces plateformes sur lesquelles on passe du temps, parce que typiquement, on sait que sur Facebook, YouTube, rien que pour citer ces deux-là, on sait que leur machine, si on utilise plutôt un vocabulaire plus simple, leur machine de recommandation de contenu, de groupes privés pour Facebook ou de vidéos pour YouTube, sont hyper amatrices de contenus violents, clivants, haineux. Et pourquoi elles sont amatrices de ça ? Parce que ces plateformes ont constaté que c'était ce type de contenu qui nous faisait rester connectés sur la plateforme, et donc ça leur permet de nous montrer de la publicité et de se faire plus de fric. C'est très raccourci, mais en gros c'est ça le souci. Donc du coup, la modération c'est un problème, mais aussi juste les contenus qui nous est poussé potentiellement, si on a commencé à s'intéresser à un truc, à un contenu violent ou je sais pas quoi, il va nous emmener dans une logique toujours plus... il va participer à une forme de radicalisation du contenu qu'on regarde. Oui, c'est donc ça marche pour les trucs masculinistes, ça marche aussi pour la désinformation. Si on a commencé à regarder des trucs de platistes, potentiellement, à la fin, on n'aura que des vidéos de platistes. Des gens qui expliquent pourquoi la Terre est plate, car la Terre est plate. non, pardon. Non, mais il y a eu beaucoup d'études qui démontrent ce truc. C'est pas du tout un délire de militant ou quoi. Ça a été prouvé. C'est la sociologue Jen Schrady qui expliquait que voilà, selon elle, le système numérique privilégie clairement la diffusion des idées conservatrices plus que progressistes. Pourquoi ? Parce que les idées conservatrices ont tendance à s'agréger autour de sujets qui vont provoquer des sentiments assez forts. Typiquement, je sais pas moi, l'immigration, les sujets de l'égalité femmes-hommes, l'insécurité, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle du succès des idées conservatrices en ligne, il faut aussi penser au fait que ce succès est aussi nourri de nos combats. C'est-à-dire que si ces contenus sont aussi viraux, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui les critiquent, qui vont aller en commentaire. On parlait d'Andrew Tate il y a pas longtemps, donc Andrew Tate qui est ce masculiniste très populaire sur TikTok. L'une des stratégies d'Andrew Tate, c'est d'avoir les propos les plus outranciers possibles pour que, en commentaire, et il y en a, en commentaire, t'as plein de gens qui disent mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu dis ça, c'est de la merde, etc. Et en fait, ces discussions, ça dit à l'algorithme de recommandation, ce contenu fait réagir, donc ce contenu est intéressant, donc on va le remettre en avant, et ensuite on a cette sorte de boucle de viralité. C'est pour ça que moi, il y a un truc qui me rend folle honnêtement sur Twitter. Beaucoup de choses me rendent folle sur Twitter, mais l'un des trucs, c'est que je vois plein de personnes bien intentionnées, vraiment, dont je partage les idées, etc., qui rendent complètement dans le jeu, ou par exemple, elles vont voir un tweet extrêmement sexiste, ou je sais pas moi, ou raciste, ou je sais pas quoi, de la part d'un militant ou du militant d'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont coterter, donc partager le contenu en disant non c'est de la merde, non t'es con, etc. En fait, en faisant ça, alors peut-être que t'as gagné une bataille morale dans ta tête, n'empêche que en termes d'algorithme, la personne qui a gagné, c'est la personne dont le contenu est le plus partagé. Et c'est pour ça que c'est compliqué en fait cette histoire de visibilité, parce que d'un côté, nous on a des contenus qui sont moins poussés par les algos parce qu'ils sont moins outranciers et on se tape le cyberharcèlement, etc. Et de l'autre, quand tu dis nous, donc les féministes notamment, les féministes, les personnes minorisées, enfin ça touche toutes les sphères de militantisme. Et de l'autre, on a des personnes qui ont des contenus qui ont tendance à être favorisés par les algos quoi qu'il arrive, qui vont aussi avoir recours à des outils techno pour faire croire que leurs discours sont plus gros qu'ils ne le sont. Typiquement le recours à des bots. Donc les bots, c'est des comptes automatiques qui sont là pour soit liker automatiquement, soit faire des messages automatiques pour faire croire en fait qu'un truc est plus gros qu'il ne l'est. Et du coup, on va avoir cette amplification de ces discours. Et en fait, Internet n'est pas vraiment un lieu de discussion démocratique, parce qu'on n'est pas du tout à un pied d'égalité. On n'est pas à un égal, pas du tout. Non, mais c'est aussi pour ça qu'à mon sens, l'enjeu d'éducation et de vulgarisation du numérique est aussi un enjeu pour les combats pour l'égalité, parce qu'il n'y a qu'en comprenant mieux les mécanismes de ces discours et les outils qu'utilisent les conservateurs et toutes les personnes extrémistes qu'on arrivera mieux à lutter contre. Donc déjà, en ne participant pas à leur donner de la visibilité, parce qu'effectivement, ça, c'est un vrai problème. En fait, c'est assez simple, mais les gens ne connaissent pas suffisamment bien ces
mécanismes, et si on arrivait à faire plus largement d'éducation au numérique, une forme d'éducation aux médias, je pense, et aussi à l'esprit critique et tout ça, peut-être que ça participerait un petit peu à calmer les choses. Donc par exemple, règle de base, on ne commente pas sous les contenus qu'on trouve détestables. On les repartage pas, on peut les signaler à la limite. Mais si vraiment on veut les critiquer, on fait une bête capture d'écran et on ne cite pas la personne qui a fait ce contenu. Enfin, c'est bête et méchant, hein, mais... Et signaler, ça peut être une bonne idée. Si on voit un contenu, typiquement, si on voit un contenu que nous on apprécie et on voit qu'en dessous il y a des gros relous là qui traînent, ça peut aider la personne, la créatrice, typiquement la streameuse par exemple, ça peut l'aider de participer à la modération en allant signaler à la plateforme tel contenu, tel commentaire désagréable ou que sais-je. Un sujet que Mathilde a soulevé, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, c'est qu'en fait, tous ces enjeux-là, pour nous, c'est des enjeux démocratiques de liberté d'expression. Pour les plateformes, c'est des enjeux économiques, avant tout. Les plateformes ont construit des machines qui sont très bonnes à leur faire de l'argent, hein, parce qu'elles attirent notre attention, parce qu'elles ont nos données, elles peuvent nous suivre, etc. etc. Mais la conséquence de ça, c'est que ça a détruit en partie nos manières d'exister, nos manières d'échanger, etc. Les deux sujets de la modération et de la visibilité, c'est des enjeux éco, et c'est pour ça que ça fait l'objet d'une grande opacité de la part de ces plateformes qui n'ont pas du tout intérêt à montrer comment leurs algos fonctionnent. Alors, c'est en partie normal que ce soit opaque parce que si n'importe qui pouvait accéder à l'algorithme de recommandation de Instagram, on peut être sûr que des personnes mal intentionnées s'en empareraient tout de suite pour faire n'importe quoi. Mais n'empêche qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme possible pour comprendre pourquoi est-ce qu'un contenu se retrouve devant notre fil d'actualité. Alors, certains réseaux sociaux prétendent, TikTok a lancé son centre de la transparence algorithmique. Instagram nous a proposé une option qui marche assez mal, qui est censée nous dire pourquoi est-ce qu'on voit un contenu. Bon. En France, je trouve qu'on est un pays assez intéressant sur ce sujet parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'éclaircir ces fameux algos. Je parle pas forcément en termes de loi, parce qu'il y a aussi des lois au niveau européen, au niveau français qui s'intéressent à ça. En 2021, il y a 14 militantes féministes qui ont assigné en justice Meta. Donc Meta, qui est le groupe qui détient Instagram, Facebook, WhatsApp. Et en gros, elles ont réclamé plus de transparence pour les décisions de modération et de recommandation de Meta. Et la justice a forcé Meta à ouvrir une médiation qui est toujours en cours actuellement, mais qui devrait bientôt s'achever. Il y a peu de chances que ça aboutisse d'une manière ou d'une autre, mais je trouve ça quand même... Je suis assez optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein. Je trouve ça bien qu'on s'intéresse à ces sujets. Il faut parler d'éco pour comprendre le web. Et c'est pour ça que, je pense que Mathilde et moi, on s'inscrit dans un même type de travail qui est c'est pas parce que vous savez pas écrire une ligne de code que ce qui se passe sur Internet ne vous concerne pas et ce qui se passe sur Internet ne vous intéresse pas et que vous avez le droit d'avoir une opinion sur comment vos vies en ligne fonctionnent, en fait. On nous a vraiment fait croire que la tech, Internet, les réseaux sociaux, ça n'appartenait qu'aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux codeurs, aux codeuses. D'ailleurs, plutôt, j'utilise l'inclusif par habitude, mais en vrai, plutôt au masculin. Ouais. C'est pas vrai. Déjà, il y a plein de métiers du numérique où on n'a pas besoin de savoir coder. Et nous, en tant que citoyennes, on a le droit de comprendre comment ces machines fonctionnent. Et d'avoir une opinion et intérêt à le faire. Dans ton livre, Mathilde, tu dis, c'est pas parce que tu sais pas construire une route. Voilà. Je sais plus où j'ai trouvé cette idée, mais je l'ai oui, t'as le droit d'avoir une idée sur la façon, même sur l'architecture de ta ville, sur comment les espaces sont organisés, etc. Et donc, c'est la même chose sur Internet. Si tu sais pas conduire, t'as le droit d'avoir un avis sur la sécurité routière, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous diriez que les algorithmes des plateformes sont misogynes ? Est-ce que les gens qui les construisent, est-ce que les idées, est-ce que la société est misogyne ? Oui, en fait. Donc les algos aussi, quoi. C'est normal que les machines qui sont construites dedans le soient aussi. Oui, Internet n'invente rien, en fait. Internet agit comme un miroir déformant de toutes les inégalités présentes dans notre société. Après, un truc qui est quand même assez cool avec le numérique, c'est que comme il reproduit, mais il le produit sous forme de texte, en fait. Le code, c'est du texte, on peut aller regarder les résultats directs. Il y a aussi une forme de formalisation d'inégalité que parfois, dans la vie courante, on va dire « Ah, c'est bon, les féministes, de toute façon, vous avez gagné et tout ». Là, on peut prouver que non, c'est faux, il y a des problèmes. Donc ça peut aussi servir, notamment au mouvement pour l'égalité, à montrer qu'il y a des problématiques et à lutter contre.
Il y a quand même à mon sens, c'est important d'avoir conscience de ce double truc, puisque ça formalise, on peut aussi s'en servir pour aller en sens inverse, en fait. T'as un exemple en tête ? Donc, par exemple, pendant un temps, la tech ne voulait pas forcément voir qu'elle avait un gros déséquilibre dans les embauches. Et puis, petit à petit, il y a eu des tests pour faire des algorithmes de recrutement, notamment un en particulier chez Amazon. Et le but, c'était en gros donner à la machine 100 CV pour un poste et que la machine recrache les 5 les plus pertinents pour le poste en question. Et ensuite, on passait au traitement humain. Et ils ont commencé à construire cet algorithme en 2014 et ils se sont rendus compte que la machine enlevait automatiquement les femmes. Alors, mais non. Ils ont corrigé. Ils ont corrigé en enlevant les noms, par exemple, des personnes qui étaient sur les CV. La machine continuait de recracher que des hommes. Ils ont enlevé les écoles, les loisirs, parce que peut-être dans les loisirs, ça se voit que, je sais pas, les mecs ils vont plus faire de rugby, les filles vont faire plus de danse. Et la machine continuait de ne recracher que des CV d'hommes. Et alors, du coup, c'est pas ouf, c'est pas super optimiste comme histoire, mais en fait, ça permet de prouver que Amazon avait un problème depuis un certain nombre d'années de discrimination dans ses embauches et qu'elle embauchait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, ça force à réagir si, notamment dans les pays où il y a des lois qui disent il faut un minimum de femmes dans vos entreprises, etc. Oui, mais pourquoi l'algo, du coup, il recrachait les Parce qu'il a été entraîné sur des données du passé, de la réalité du passé d'Amazon. Et que dans la réalité, du coup, ce qui a été forcé de constater, c'est que Amazon avait embauché toujours plus d'hommes que de femmes. Et la machine n'avait fait que reproduire, voire peut-être un peu aggraver la tendance déjà existante. Un autre exemple concret, c'est l'utilisation des algorithmes de reconnaissance faciale par la police, par exemple, aux États-Unis. Oui, t'en parles beaucoup dans ton livre. Ouais, ça se fait de plus en plus. Et il y a déjà eu plusieurs cas, en tout cas médiatisés. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qui ne font pas l'objet de reprises de médias, où des hommes noirs, moi je connais que des cas d'hommes noirs pour l'instant, ont été arrêtés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Un algo de reconnaissance faciale les a reconnus comme étant potentiellement le criminel à arrêter. Vous a désigné, en fait. Désigné. Donc ça montre bien, la surreprésentation, j'imagine, des personnes noires dans les fichiers de la police, etc. Et un autre sujet qui est la reco faciale marche beaucoup moins bien sur les visages pas blancs, parce qu'ils ont été entraînés sur des visages blancs, etc. Donc effectivement, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une bonne manière de rendre concrètes les inégalités, en fait. De les pour moi, un autre truc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas croire que les machines sont neutres et qu'elles ont sorti leurs résultats tout seuls. Si elles les ont sortis, c'est parce qu'on leur a demandé, parce qu'on a adopté une vision du monde précise, etc. Un autre exemple, c'est les algorithmes qui aident à trier les dossiers de bénéficiaires des allocations sociales. Et aux Pays-Bas, là, l'affaire est sortie depuis longtemps, mais très récemment, il y a Wired qui a sorti une grosse enquête pour essayer de comprendre la mécanique de la machine qui était arrivée à ce résultat. Aux Pays-Bas, il y a eu un gros scandale parce qu'il y a énormément de gens qui ont été accusés à tort de fraude et qui ont dû rembourser des sommes d'argent qu'ils n'auraient pas dû rembourser. Et ça, parfois, ça les a mis sur la paille. Enfin, vraiment, ça a provoqué des situations humaines catastrophiques. Et en fait, quand on va se plonger dans le fonctionnement de la machine, on se rend compte que les personnes qui avaient été sur-accusées de fraude, c'était des femmes. Parce que les femmes seules, si on prend l'angle d'un algorithme de score de risque, et ben en fait pour la machine, être une femme, comme souvent on a moins d'argent, être seule, ça veut dire qu'on doit gérer des enfants, on a plus de pression financière, etc. C'est vu comme des risques. Et du coup, elle se retrouvait plus visée par des procédures anti-fraude. Et l'autre surreprésentation sociale, c'était des minorités ethniques, des gens qui étaient nés en dehors du pays, donc là des Pays-Bas. Et ça, c'est une problématique qui, en fait, je cite l'exemple des Pays-Bas, mais c'est arrivé ailleurs, c'est arrivé en Australie, c'est arrivé dans certains États américains, me semble-t-il. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on creuse, parce qu'il y a une problématique technique, technologique, c'est clair, mais il y a aussi une énorme problématique politique qui est pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce tri de cette manière, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en avant les questions de fraude et pas plutôt les questions de non-recours aux aides sociales, par exemple. Ça, c'est des questions politiques au sens large. Pourquoi y avoir des machines pour détecter les personnes qui pourraient avoir recours aux aides sociales Exactement. Et qui n'y recourent pas ? Mais en fait, c'est ça le sujet, c'est qu'en ce moment, il y a un vrai discours marketing des géants de la tech en disant on va débiaiser les algos, débiaiser les IA. Mais en fait, la question, parfois, c'est de se poser la question, est-ce que c'est éthique d'utiliser une IA tout court sur ces sujets ? Parfois, en fait, je dis pas que les IA sont forcément tout le temps mauvaises, mais il y a des sujets sur lesquels c'est juste pas adapté ou ça crée tellement d'erreurs que pourquoi les utiliser au final, quoi. Et aussi, quelle est la politique derrière ? Pour cet angle, privilégier la recherche de fraude à la recherche de non
recours. Ça veut dire quelque chose sur la politique locale. Déployer en permanence des caméras et des algorithmes de reconnaissance faciale par-dessus dans certaines villes du sud de la France, ça dit quelque chose du bord politique du maire en question. Je parle de Nice et de Christian Estrosi. Est-ce que vraiment on a besoin de tout ça ? Il y a des villes qui ont adopté d'autres logiques. Par exemple, à Issy-les-Moulineaux, ils ont refusé de mettre des caméras et des algorithmes par-dessus les flux vidéo des caméras. Et ils ont décidé de mettre l'argent public qui est dépensé dans ces technologies dans des humains, c'est-à-dire de remettre des dispositifs. Alors, c'est pas de la police de proximité, mais c'est un truc équivalent et qui, pour eux, avait des résultats tout aussi efficaces, voire peut-être meilleurs que s'ils avaient mis des caméras et des algos par-dessus. Les villes numériques dans lesquelles on évolue, elles n'ont pas été construites de nulle part par n'importe qui et les algorithmes non plus. Une des conséquences de ça, c'est qu'on invisibilise et on fait disparaître en fait les femmes et les minorités. Une statistique que j'ai lue dans ton livre, Mathilde, issue d'une étude Reach Free Insights, je sais pas comment on dit, probablement comme ça, c'est que 59% des joueuses cachent leur genre en ligne pour éviter le harcèlement. Alors qu'on disait au début que désormais, en tout cas en France, on est, je crois, à peu près à 50-50 de joueurs et joueuses. Mais comme on le disait au tout début de cette émission, il y a une sous-culture particulière qui est devenue la culture dominante et d'ailleurs violente. Et ben parfois, mieux vaut se cacher, c'est horrible. Camoufler en fait, se faire passer pour un mec plutôt que de risquer d'être harcelé. Oui. Après, ça serait... Honnêtement, j'adorerais avoir un numéro des couilles sur la table sur la culture gaming en général. En fait, c'est un excellent documentaire qui a été fait sur YouTube. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai vu ce documentaire, je l'ai trouvé super. Je vais le mettre dans les références. En fait, pour nourrir cette émission, il y a vraiment eu plein de contenus qui ont été très utiles et vers lequel, vraiment, chers auditeurs, je veux vous renvoyer. Par exemple, si vous n'avez pas vu le documentaire sur l'affaire Johnny Depp-Amber Heard, donc le procès qu'a intenté Johnny Depp à Amber Heard, et la catastrophe misogyne, violente, numérique que ça a été. Mais regardez ce documentaire, vraiment absolument, regardez-le avec vos enfants. Par Cécile Delarue, et c'est disponible gratuitement sur France 5. France Télévisions. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. On n'a pas parlé d'autres affaires qui étaient aussi très très intéressantes, comme le Gamergate, par exemple, qui a lieu à l'été 2014, mais on peut en lire l'histoire détaillée dans ton livre, Mathilde. Il y a plein de chaînes, en fait, YouTube, de podcasts, etc., qui analysent la culture numérique. De newsletters. Des newsletters, évidemment, mais bien sûr. Des newsletters. Et donc, on va mettre toutes ces informations-là dans l'article qui accompagne l'épisode, comme d'habitude. Juste pour terminer, parce que vraiment, c'est important pour moi d'avoir des notes positives, mais pas juste par principe des notes positives, mais juste des pistes de résistance, en fait, de pas nous laisser complètement désempoweurés, de pas nous dire, bah voilà, mais qu'est-ce que tu veux, ça va être notre vie, nos enfants, nos petits frères vont être éduqués avec de la propagande masculiniste et on peut rien faire parce que c'est les machines et les algos. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je suis contre l'idée qu'on devrait lutter pour s'imposer sur Internet, on étant les femmes, les minorités, parce qu'en fait, on a toujours été là. Le problème, c'est qu'on veut nous retirer de l'espace, mais on a toujours été là. Donc, moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir sur Internet, c'est toutes ces communautés plus ou moins closes, de meufs qui s'organisent, mais autour de plein de sujets différents. Ça peut être les communautés féministes, comme les communautés autour du tricot, comme les communautés autour de la K-pop, etc. Enfin, moi, c'est des trucs qui m'apportent beaucoup de joie. Et l'autre truc que je trouve important, c'est que et ce qui est possible, c'est que moi, je crois beaucoup au principe de l'autogestion dans le féminisme en général. Internet est un lieu où on peut faire de l'autogestion assez facilement. Si vous n'avez pas de compétences techniques, c'est pas grave. Vous pouvez très bien créer une communauté fermée. Ça commence par un serveur Discord, en fait. Ça commence par, je sais pas moi, un compte Insta qui est en privé. Ça commence par des tout petits trucs comme ça. Dans un docu que j'ai fait pour Binge sur la modération, par exemple, j'avais interviewé une nana qui était modératrice pour le compte d'une féministe qui l'aidait. Et c'était pas son métier, mais elle l'avait fait quand même. Enfin voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à faire d'autogestion entre nous. Et après, pour sortir du cadre juste de nous les féministes et nous les femmes, moi dans le cadre de la publication de mon bouquin pour ados, j'ai fait beaucoup d'interventions en médiathèque, en collège et en lycée, et moi j'aimerais tellement qu'on donne plus d'argent aux incroyables profs doc que je rencontre tous les jours, qui font de l'éducation aux médias et au numérique, aux ados, à tous les ados. Les profs documentalistes, c'est les gens qui travaillent dans les CDI, qui sont des professeurs en fait. Mais oui.
Et en France, en fait, dans les lycées, dans les collèges, l'éducation numérique passe généralement par les profs doc. Et donc, du coup, c'est eux qui doivent organiser ce qu'on appelle l'EMI, l'éducation aux médias et à l'informatique. Et en fait, pour moi, ça passe vraiment par là. En fait, moi, ça m'embête quand on pointe les défauts de la tech. On a souvent des discours anti-tech. Moi, je pense qu'au contraire, il faut des gens qui aiment Internet et qui en parlent bien. Et donc ça me donne de l'espoir. Et ça, je pense que c'est un vrai levier. Donner plus d'argent à l'éducation nationale et aux profs doc, s'il vous plaît. À fond, je vais résumer ce que je dis à la fin de technoféminisme, mais vous allez voir que ça recroise exactement ce que dit Lucie. Moi, il me semble qu'il y a 3 piliers sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est l'éducation et la vulgarisation. Donc à la fois aux bases du numérique, parce que je suis convaincue, encore une fois, que tout le monde peut comprendre au moins les bases et tout le monde a le droit, rien qu'en tant qu'utilisateur et même en tant que non-utilisateur, d'en parler, d'en critiquer, de demander des comptes, etc. Mais aussi éducation à l'égalité, parce que toutes les questions de consentement dont on a parlé plus tôt et tout ça, ça ne progressera pas sans qu'on donne plus de connaissances sur les dynamiques qui font se maintenir les inégalités et celles qui permettent de lutter contre. Et aussi sur la nature des violences, parce que je pensais en fait un truc, mais le fait que les types s'échangent des photos de meufs à poil et tout, si on décidait que... Enfin, je veux dire, si en fait il n'y avait pas une telle charge, en fait, une telle haine misogyne sur le corps des femmes, la sexualité, etc., ils se les échangeraient pas parce que ça nuirait pas en fait. C'est pour ça qu'il y a besoin d'éduquer aussi sur ces questions-là. Pour moi, les deux peuvent aller ensemble. Un deuxième axe, c'est réfléchir à toutes les notions de collectif, communauté. Alors, c'est se créer les siennes, exactement comme disait Lucie Renfort. Il y en a déjà plein qui existent et qui sont vachement cool. C'est aussi prendre une plus grande conscience de la responsabilité qu'on a dans l'état des discussions en ligne, dans le fait qu'on fasse circuler de la violence et ou de la désinformation. Et aussi qu'on peut participer à aider notre prochain, notre prochaine, notamment si on voit qu'il y a une campagne de violence en cours, aller signaler des commentaires, ça aide. C'est sûr que ça aide parce que ça permet de le signaler aux plateformes. Et la troisième question, mais c'est pour ça que c'est assez marrant de t'entendre parler d'autogestion, c'est... Alors, je ne sais pas à qui c'est de prendre cette question en main, mais en fait, c'est peut-être un peu à tout le monde et à la fin, on verra comment on l'attaque. Mais c'est réfléchir aux questions de pouvoir. Ça, c'est une question féministe de toute façon au sens large. Mais dans le numérique aussi, ça se pose avec importance parce que Internet, c'est un super exemple. C'est une infrastructure qui est gérée de manière décentralisée. Par contre, par-dessus, les grandes applications dans lesquelles on circule et qui nous balancent de la pub et qui nous orientent vers des contenus violents, c'est des propriétés privées qui sont construites de manière super hiérarchique, qui ont permis à des Elon Musk, Jeff Bezos et compagnie d'être les hommes les plus riches du monde, mais qui font quand même que, mon exemple phare, c'est Mark Zuckerberg à la tête de Meta. Virtuellement, il touche la moitié de la population humaine, et pourtant, il possède 58% des parts qui donnent des droits de vote au conseil d'administration de cette entreprise. Ça veut dire que techniquement, personne ne peut lui tenir tête au sein de son entreprise. Est-ce que c'est OK d'avoir un pareil mastodonte au moins d'un seul mec ? Est-ce que vraiment, en tant que société, on accepte ça ? Moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler sur ces questions de décentralisation, de distribution. En plus, ça permettrait d'inclure, ce qui, à mon sens, est très important, une plus grande diversité de profils dans la construction de nos mondes numériques. Diversité de profils aussi bien au sens social, donc hommes, femmes, diversité, etc., mais aussi au sens d'expertise. Il ne faut pas qu'on laisse le monde aux informaticiens, il faut vraiment faire venir les sciences humaines, les organisations civiles, les citoyens, tout le monde. Créer des internets plus petits, en fait. Moi, je crois pas mal à ça. Créer des petites poches d'internet. On va pas, à part si on arrive à démanteler Meta un jour, mais bon, actuellement, le web est tel qu'il est. On peut aussi créer des petites poches. Alors, moi, j'aime bien Mastodon, mais c'est parce que je suis assez nerd. Mais il y a pas que Mastodon. Il y a plein de réflexions sur le cloud féministe, par exemple, genre sur des communautés féministes qui créent leurs serveurs et qui hébergent leur propre contenu. Créez votre petit forum, modérez-le et prenez-en soin. Et je crois que Mathilde et moi, on parle toutes les deux de la notion du care dans le numérique. Prenez soin d'un petit bout d'internet et ça vous fera du bien. Paul Berthiaud a une question. Paul Berthiaud, réalisateur de l'émission, qui a écouté pendant 2 heures nos invités parler, a une question. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous penseriez de l'identité sur Internet et de sortir de l'anonymat? Est-ce que ça pourrait être une solution? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Aucune étude ne montre que l'anonymat égale plus de violence. Au contraire, quand on regarde le cyberharcèlement, il y a pas mal de gens qui arrivent à le faire, qui sont violents même sous leur vrai nom. Moi, au contraire, je crois plutôt au retour du pseudonymat et de se recacher de nouveau sur Internet. Par exemple, il y a tout le sujet autour des filtres à selfie. Alors, je sais que ça fait très peur, les filtres à selfie, les gens qui se modifient un peu leur tête, leur visage sur Internet.
fait, moi, je vois des ados qui utilisent des filtres à selfie qui sont pas des trucs de correction des cernes ou quoi, c'est vraiment des filtres qui masquent complètement. Et moi, je me demande, en fait, justement, si ça serait pas une piste pour se cacher, pour se protéger, etc., d'utiliser plus de pseudos, d'utiliser des masques virtuels pour se cacher. Donc, au contraire, moi, je serais plus en faveur dans nos pratiques numériques que peut-être mettre son nom et son prénom sur Internet. Voilà, c'est un peu dépassé, quoi. Alors, d'un point de vue technique, de toute façon, l'anonymat n'existe pas en ligne. Les machines, en tout cas, donc d'un point de vue entreprise, en tout cas, on réussira toujours à retrouver la personne parce qu'en fait, il suffit de 3 données pour retrouver une personne. Enfin, c'est très compliqué d'être réellement anonyme. D'un point de vue usager, en revanche, je pense que les pseudonymes ont un vrai intérêt. Ça permet, on a pris l'exemple des filles qui sont passées pour des garçons dans les milieux de gamers. Parfois, ça permet de se mettre juste une couverture et de pouvoir être tranquille. Et puis, ça permet aussi un côté très cool d'Internet dont Lucie a parlé dans des newsletters ou dans des articles, je sais plus, mais ça permet aussi de multiplier les identités selon l'espace numérique dans lequel on est. Et ça, c'est un côté très chouette. Non, mais tu vois, qui ont écrit sous 24 identités. Ouais, on est des personnes multiples, en fait. Enfin, faut arrêter de nous mettre dans des boîtes et les algos de reco nous mettent dans des boîtes et c'est bien de pouvoir en sortir de temps en temps. Ouais, ça permet d'explorer plein de choses qu'on ne pourrait pas explorer si on devait toujours avoir notre nom, prénom de l'état civil, je pense. Ultime question traditionnelle de l'émission, quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander chacune? Je crois beaucoup à la force de la fiction et je pense ne pas être la seule autour de cette table pour faire évoluer les représentations et les idées. Et sur cette question du revenge porn dont on aura parlé au début de cet épisode et qui m'a vraiment posé problème parce que c'est un espèce de monstre trop difficile à prendre en compte, j'ai trouvé qu'il y avait une série Netflix qui abordait super bien ce sujet sans laisser... qui donnait des pistes d'action d'ailleurs et des exemples et tout, qui s'appelle Intimacy ou Intimidad parce que c'est une série espagnole. D'ailleurs, l'une des héroïnes, c'est la policière de Casa de Papel pour les fans. Okay. Et elle représente aussi bien la violence que ça peut être pour certaines victimes et aussi des méthodes de reprise de pouvoir et de lutte contre le phénomène. Et j'ai trouvé ça brillant. Ok, super, j'ai jamais entendu parler. Très bien, ok. Alors moi, je vais recommander, ça peut paraître un peu paradoxal vu ma spécialité, mais j'ai longtemps boudé la SF. J'avais du mal avec la science-fiction. Je trouvais ça, c'était tout le temps écrit par des mecs, c'était sexiste, enfin, bref, ça m'emmerdait. Et tu as donc, découvert... Voilà, et donc récemment, j'ai redécouvert un peu la SF féministe et je vous recommande le travail de Becky Chambers, qui est une autrice que j'adore, qui est américaine, notamment son roman L'espace d'un an. C'est de la SF féministe positive. Elle imagine comment est-ce qu'on construit des meilleurs mondes avec la tech et avec tout ce que ça implique. Moi, à chaque fois que je lis l'un de ses livres, ça me donne de l'espoir. Donc voilà, L'espace d'un an de Becky Chambers, et ça, c'est aux éditions La Talente en France. Merci. Merci. C'était la fin de cet épisode 82 des Couilles sur la table. Je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire magistral signé Cécile Delarue sur l'affaire Depp Heard. Ça s'appelle La fabrique du mensonge. C'est disponible gratuitement sur France Télé. Et vraiment, allez-y. C'est terrifiant, mais très bien fait. Vous allez comprendre plein de choses. Un grand merci à Lucie Ronfaux et à Mathilde Saliou pour leur expertise et leur pédagogie. Je vous encourage à lire leurs livres et à les suivre en ligne en vous abonnant notamment à leur compte et à la newsletter de Lucie Ronfaux, Règle 30. Comme d'habitude, vous retrouverez ces références, ainsi que toutes celles citées pendant notre conversation sur le site de Binge Audio, binge.audio, grâce au travail de Naomi Titi, productrice de l'émission, qui fait aussi l'édition et le montage. À la prise de son, c'était Paul Berthiaud, et à la réalisation, Quentin Bresson. À la communication, Lise Niederkorn et Jeanne Longlini. On vous lit toujours à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.